Bonsoir à tous, toujours un grand plaisir le jeudi de vous retrouver pour que nous puissions ensemble parler santé, santé en toute simplicité. Ce soir, nous allons pointer du doigt une thématique assez particulière, pour certains même un sujet tabou parfois. Je n'en dis pas plus, je vous dirai simplement qu'avec nos invités, des professionnels, nous allons parler de soins palliatifs et deuil. Quel accompagnement! Soins palliatifs et deuil, quel accompagnement? Ce soir, nous en parlons avec des professionnels de santé, avec Madame Maggie Pulval-Dadi, qui est psychologue clinicienne, donc au service médico-chirurgical pédiatrique, pôle parents-enfants du CHU de la Guadeloupe. Est-ce que j'ai tout bien dit? Oui. Sûr? Oui, oui. Parce que sinon, on recommence, hein? Il n'y a pas de problème. C'est bon. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet très important qui intéresse le plus grand nombre. Juste à côté de vous, le docteur Sonny Gène, qu'on ne présente pratiquement plus, puisque le docteur Sonny Gène, j'ai envie de dire que souvent, quand on lui demande, on l'appelle, il a un emploi du temps hyper rempli, mais il trouve toujours un petit créneau pour venir sur le plateau et renseigner le plus grand nombre sur notre santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Zabarel. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être Content là. d'être là. Alors, je rappelle que le docteur Sonny Gène, c'est le responsable de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Tout à fait. Voilà, et vous êtes le seul homme du plateau. Vous êtes entouré comme d'habitude, que de femmes. Nous avons une personne, tout le monde est important, mais vous, madame, qu'est-ce que c'est important que vous soyez là, puisqu'on a vraiment besoin de témoignages, et vous êtes notre témoin ce soir. Je parle de madame Annie-Claude Pichy. Oui, bonsoir, Madame Zabarel, bonsoir les téléspectateurs de la Guadeloupe. Et s'il vous plaît, monsieur le réalisateur, quand vous écrivez le nom de Madame Pichy en bas, mettrez bien un Y. Ce n'est pas un I. Merci. C'est le monsieur qui sera content. Et nous avons juste à côté de vous, Madame Pichy, Madame Dominique Delaney. Vous êtes infirmière de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Un peu d'humour, un petit sourire, une petite blague, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que nous allons parler d'un sujet assez sensible et pourtant il faut en parler. Il faut y penser, il faut en parler. On l'a dit, hein, on a dit que pour certains, ça reste un sujet tabou. Pourtant, ça ne devrait pas l'être. Et en plus, c'est un passage obligé. Alors, notre thématique ce soir, soins palliatifs et deuil, quel accompagnement? Nous allons tout de suite nous adresser à notre psychologue en demandant déjà une définition du deuil. Alors, le deuil, donc, si vous voulez, c'est... Déjà, le deuil, c'est un processus. Et c'est un processus qui est normal. C'est un processus psychologique qui passe par plusieurs phases, qui permet justement de passer, si vous voulez, d'accepter la mort ou la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être que ce soit le travail, que ce soit une relation. Donc ce n'est pas nécessairement, quand on parle de deuil, uniquement, il ne s'agit pas uniquement de la perte d'un être cher. Alors, quand il s'agit d'un être cher, en général, on passe lors des deuils par un bouleversement, qu'il soit donc psychologique, physique, comportemental, culturel, et qui se traduit, si vous voulez, par le choc, le refus, la dépression, la tristesse, la désorganisation. Et donc, c'est tout ce processus qui va avoir lieu jusqu'à la réorganisation et à l'acceptation de cette perte. Et donc, en général, le deuil, en tout cas quand il s'agit de quelqu'un, est lié souvent au lien qu'on a construit avec cette personne et est également vécu différemment en fonction des personnes. C'est-à-dire que chaque personne va à son rythme quand il a un deuil à faire.
Docteur, la définition, quand on parle de soins palliatifs, pour ceux qui nous regardent, comment expliquer ce qu'on entend par soins palliatifs? Alors, on va d'abord déjà, comment dirais-je, éliminer les idées reçues. La plupart du temps, lorsqu'on parle de soins palliatifs, on pense surtout fin de vie, où on dit soins palliatifs égale à la fin de vie. En fait, les soins palliatifs ne se réduisent pas à la fin de vie. Les soins palliatifs sont des soins actifs. Mon ancienne responsable disait des soins intensifs, donc, mais elle venait du milieu de réa. Ce sont des soins évolutifs, ce sont des soins continus qu'on va attribuer à une personne qui a une maladie grave, évolutive, ou qui va basculer brutalement au niveau de son pronostic vital, ou qui va se retrouver en fin de vie. Donc la fin de vie est vraiment le bout du bout de cette prise en charge en soins palliatifs. Alors ça intéresse aussi la famille et les proches. En fait, les soins palliatifs, c'est de mettre en place des soins de confort. Donc, confort pour justement prendre en charge des symptômes d'inconfort comme la douleur, mais pas seulement la douleur, ça peut être aussi l'essoufflement, ça peut être la confusion, ça peut être la fatigue, ça peut être le manque d'appétit, ça peut être l'agitation, et toutes ces choses vont être prises en charge pour que le patient soit le plus confortable possible. En fait. Qu'est-ce qu'à notre infirmière, je vais m'adresser, qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? Par accompagnement, c'est soulager, apaiser, prendre en compte toutes les dimensions que la personne face à nous a, comme physique, psychologique, sociale, spirituelle, et puis aussi l'entourage. Mais accompagner, ça passe aussi par l'écoute, la communication, la relation d'aide. On a dit que Madame Pichy était notre témoin ce soir. Juste nous donner un petit aperçu. On va pas tout de suite développer, raconter vraiment l'histoire, mais nous dire un petit peu en quoi vous êtes témoin. Pourquoi on parle de vous comme un témoin ce soir? J'ai répondu oui à l'appel de Dominique, l'infirmière, et du docteur Gênes, parce que ma soeur et moi avons partagé justement une expérience fort douloureuse, puisque nous sommes que deux sur Terre finalement, suite à la maladie de ma mère, qui l'a emportée après 4 mois, et alors qu'elle est en très bonne santé. Donc j'ai voulu quand même faire comprendre à la population qu'il n'y a pas toujours une fin de vie, comme l'a dit le docteur, et il y a un parcours à faire avec le malade, et ça peut faire vivre nettement plus longtemps. C'est Voilà. c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure avec vous, Madame Pichy. On a vraiment besoin de ce témoignage parce que les téléspectateurs ont besoin du vécu de quelqu'un pour bien entendre et comprendre. Docteur Sony Gênes, Oui. qu'est-ce que ça vient bouleverser la maladie grave? Ah, la maladie grave. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, dès l'annonce, ça va venir bouleverser la vie, j'ai envie de dire, les repères du patient, puisqu'il va, en fonction bien sûr de l'histoire personnelle, en fonction du contexte dans lequel c'est fait, la manière dont l'annonce aussi a été faite, là, ça peut être déjà un coup de massue. On parle de période de sidération, Madame Puvaldi pour en parler mieux que moi, hein. Mais déjà là, le monde peut s'écrouler aussi pour les gens, et ensuite il va y avoir tout le parcours de cet individu, où il va y avoir, je vais dire, des deuils à faire, parfois de façon accélérée, où on va devoir revoir, en fait, entre guillemets, sa copie, hein, et réinvestir dans un devenir qui n'était pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc on est dans l'imprévu, et il va falloir reconstruire ou construire cela à partir de ce moment-là. Donc, comme dit Cecily Sanders, qui est une des pionnières des soins palliatifs, lorsqu'on est dans cette souffrance, on fait souvent référence à une souffrance physique, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui va impressionner nos sens, mais en fait, c'est pas que la dimension physique qui va être en souffrance, c'est la dimension émotionnelle, c'est la dimension sociale, la dimension spirituelle. Donc, le patient est en souffrance, mais ça va créer de la souffrance chez l'entourage, et l'entourage aussi va créer de la souffrance chez le patient, puisque, par exemple, chez les enfants, ils vont se culpabiliser aussi d'être malades. Je crois qu'on voit ça aussi chez les adultes. Il peut y avoir aussi au niveau social des problèmes financiers, des problèmes professionnels. Donc, vous voyez, la maladie peut isoler aussi à un certain moment. Ça peut aussi remettre en question aussi le sens de sa propre vie,
ou de la vie en général. Et certains patients vont pouvoir sublimer, accepter, mais ce n'est pas toujours le cas. Madame Puvalda-Di vient de le dire, hein. Il peut y avoir de la colère, de la régression, de la rationalisation, en fait, toutes sortes de choses, de symptômes que le patient va avoir. Ça va être fluctuant. On n'est pas obligé de passer par toutes ces phases, mais en tout cas, vous voyez que ce passage, ou en tout cas cette maladie qui arrive, va faire quand même des dégâts. Voilà. Je vais m'adresser à notre infirmière à nouveau. Quelles recommandations de bonnes pratiques peut-on faire à un professionnel de santé pour l'accompagnement d'un mourant? Alors, je sais que ça, c'est long, c'est une question vaste, mais on peut déjà commencer à en parler et revenir dessus un petit peu plus tard. Oui, mais en fait, surtout, le professionnel de santé doit être à l'écoute du patient et pas dans l'interprétation, mais vraiment à l'écoute. Il existe beaucoup de communication, verbale ou non verbale. Donc, l'observation, beaucoup d'observation, voir le changement de comportement, être à son écoute selon ses besoins, son changement d'attitude aussi, l'observer. Il peut changer d'attitude, ne plus parler, se refermer, ou être très demandeur. Prendre en compte toutes ces petites choses, déjà. Donc, quand on dit observation, il est vrai que d'une personne à une autre, ça change, le comportement change, la façon d'agir et de réagir change, donc d'où l'observation. Tout à fait. Être dans l'observation. Quand on parle d'enfant, concernant l'enfant et la mort, quelle conception a-t-il de la mort? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, en fait, sa conception de la mort évolue avec son âge et son développement intellectuel. Donc, quand on a un enfant qui est avant 2 ans, l'enfant n'a pas conscience de la mort. Par contre, il vit très mal le fait d'être séparé physiquement des gens qu'il aime et il va davantage vivre les émotions de son entourage. Donc ça, il va les percevoir. Après, on va passer par d'autres étapes, c'est-à-dire que l'enfant qui a 3 à 5 ans, lui, il aura une autre façon de voir les choses. Il ne va pas avoir le sentiment que c'est quelque chose de définitif. Il pensera que c'est temporaire. Donc, par exemple, c'est un enfant qui va penser, une fois qu'on est mort, on peut ressusciter. Parce que justement, son développement cognitif, donc son développement intellectuel et son raisonnement ne lui permet pas d'appréhender la mort de façon comme étant un état irréversible. Et puis après, en grandissant toujours, donc l'enfant qui a peut-être 5-8 ans, il commence progressivement à se rendre compte que tiens, mais il y a des gens qui peuvent mourir. La voisine est morte, peut-être que maman peut mourir. Donc il commence un petit peu à s'inquiéter de cette histoire de mort et il commence à comprendre que d'autres personnes peuvent mourir et que plusieurs personnes peuvent mourir. Et puis, après 8 ans, donc souvent autour de 9-10 ans, souvent 9 ans, l'enfant, comme il a acquis au niveau de son développement cognitif la notion de réversibilité, il comprend à ce moment-là que la mort, elle est irréversible, on ne peut pas revenir, et il comprend également qu'elle est universelle. Quand on est confronté à un adolescent, lui, par contre, il va davantage se poser des questions. Il va se dire, mais si on meurt, quel sens peut avoir ma vie? Quel sens peut avoir la vie? Lui va poser beaucoup de questions et c'est vrai que à l'adolescence, il faut être très attentif au comportement de l'adolescent face à la mort parce que il peut avoir des conduites qui sont soit colériques ou bien soit des conduites justement qui peuvent être un petit peu ce qu'on appelle des équivalents suicidaires, c'est-à-dire faire des choses qui peuvent être un peu graves quand il est confronté justement pour essayer de se confronter un peu à cette mort qu'il essaie de comprendre justement. Il y a donc ces deux facettes pour l'enfant. D'un côté, quand on parle de la mort d'un proche, d'un de ses proches, et puis d'un autre côté, s'il s'agit de lui et que alors, lui, il soit en fin de vie. On en parle tout à l'heure. D'accord. On en parle tout à l'heure, Madame Pichy. J'aimerais vous demander maintenant de nous raconter votre histoire. Si je vais la raconter, elle sera très longue, mais je vais. Alors, allez-y, ne vous embêtez pas, je gère le temps. L'aventure a commencé un 18 août 2019, où ma mère a eu elle a gonflé, elle a eu des problèmes d'œdème. Et je l'ai emmenée chez le médecin de ville et qui m'a dit, au vu de ses analyses, il faut l'hospitaliser au CHU. Malheureusement, à l'époque, le CHU avait un mouvement de grève. Donc, on s'est retrouvé finalement à Palais-Royal,
On m'a dit non, attendez, on va voir le médecin urgentiste qui est présent. Effectivement, il était 14h, entre 8h30 et 14h. Elle m'a dit non, votre maman, c'est le CHU tout de suite. Donc, du coup, CHU tout de suite, moi, je vois gravité, ma petite soeur en métropole, en vacances. Donc, moi, je sens que c'est lourd. Donc, finalement, tout ça pour se retrouver encore chez le médecin traitant de ville qui m'a dirigée vers le CHBT. Ma mère a été hospitalisée pendant 10 jours au CHBT, mais sur un pronostic, vraiment pas de pronostic vital engagé, c'était juste quelque chose de banal. Donc on l'a soignée, on me l'a rendue, donc on est rentré à la maison tranquillement. Et après, j'ai commencé, comme disait l'infirmière, à la surveiller de près avec ma petite sœur. Et je dis que c'est pas ma maman, elle est très jeune, elle diminue, elle a elle manifeste des choses que j'avais pas l'habitude, que c'est une femme qui était quand même bien debout et très jeune, donc je pouvais pas croire qu'elle était malade pour arriver là où on va arriver. Et on a été un matin, elle était vraiment pas bien, on a appelé SAMU, donc on l'a emmenée au CHU. Donc du CHU, elle se retrouve hospitalisée au CHU pendant 3 semaines. Donc à l'issue des 3 semaines, on a été quand même pas mal accompagnés malgré le parcours du CHU. On avait les médecins qui nous rencontraient pratiquement tous les soirs, staff et tout ça. On venait la voir régulièrement, mais ça partait du voisinage en passant par, puisqu'elle était catholique, de religion. Tout le monde venait la voir à l'hôpital, c'était le bébé de tout le monde. Ça, et je peux vous dire que maman était de nature très... quelqu'un qui avait peur de la douleur, elle pleurait pour rien, mais elle était très forte. Et moi, une anxieuse mais chronique, j'avais peur du CHU, donc j'ai appris, de par sa maladie, à aller au CHU sans avoir peur. Et quand c'est maman, il n'y a pas de limite, ma soeur aussi. Et jusqu'au jour où on nous a dit un jeudi soir on nous a reçus, on nous a dit qu'il faut que l'on voie vers l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Comme l'a dit le docteur Gênes, Villejuif, oui, on connaît la métropole, mais je vais l'emmener où, je vais habiter où tout se désorganise, on n'est que 2, donc il fallait que l'une se décide, et on a toutes les 2 une vie professionnelle, sauf que moi je suis l'aînée, donc par définition, et j'ai accepté d'accompagner ma mère, et je profite aussi de la télé pour remercier mon encadrement au niveau de mon travail, ma hiérarchie, mon service RH, parce qu'on m'a donné toutes les pistes. On n'est jamais seul si on demande. Mais des fois, les gens se referment sur eux-mêmes. On a souvent tendance à cacher ces situations-là à nos collègues parce qu'on ne veut pas que les gens sachent. Moi, il n'y avait pas de cachotterie. Il fallait dire qu'elle était malade, surtout qu'elle a été subitement malade. Et qu'on est arrivé à Paul Brousse, elle est partie avec le SAMU. C'est très douloureux. Du CHU, on te dit d'emmener un sac à 13h30 pour un avion qui décolle à 17h30. Tu perds ta maman de vue, donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le médecin m'a dit non, ça va aller. Et maman me disait ne pleure pas, tu vas arriver. Et 5 jours après, j'étais à Paris. Et elle était contente, elle m'a dit ma fille est arrivée. Tout le monde savait que j'arrivais à l'hôpital. Et Miss Paul Brousse, parce que elle voyait du monde en mon absence. Et aussi, toutes ces personnes-là, je remercie parce qu'elle a eu un accompagnement vraiment... vraiment parfait en mon absence, mais il fallait qu'elle ait sa fille. Donc elle commençait à ne pas donner ses vêtements sales, il fallait que ça soit sa fille. Donc j'avais intérêt à rentrer et j'ai trouvé une dame, mais après 5 jours, mais requinquée neuve. Je me suis dit, bon, là, il faut que j'enfile mes bottes puisqu'on est en hiver, c'était au mois d'octobre, octobre, oui. Donc en hiver, il faut que j'enfile mes bottes et que l'hiver commence en plus. Et que je me mette au charbon, puisqu'il va falloir y aller. Donc, Paul Brousse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est immense. Donc, je fais des kilomètres entre l'appartement et la chambre de maman. Mais tous les jours, j'y étais toute la journée. Quand on a un patient comme ça, il faut ni désociabiliser la personne. Elle était une dame coquette. J'ai cherché tout de suite où il y avait un salon de coiffure à l'hôpital. Avec l'accord, bien sûr, des médecins, j'ai demandé à ce qu'elle se fasse coiffer régulièrement. Je l'habillais coquette. Et elle a vécu, elle était contente, elle voyait du monde. Et c'est resté. Et moi, je suis objective. Et comme elle était jeune, on lui a donné toutes ses chances. Donc on s'est dit, j'ai dit à ma soeur, bravo, maman va s'en sortir. Et on ne va pas perdre notre maman, puisque jusque-là, je ne voyais pas du tout la fin. Parce que pour moi, elle a quelque chose qui est vraiment curable. Sauf que ça a basculé. Et après un mois,
Donc, on était tous les jours, je suis à l'hôpital, elle mange bien. On lui demandait de se peser. Elle a commencé à ne plus se peser. Elle avait des flappings, donc elle tremblait, mais pour ne pas que je voie, elle se serrait la chaise. Je lui dis, maman, lâche-toi, j'ai déjà vu. Ma mère se plaignait pour un petit truc. Maman n'a jamais connu de douleur durant sa maladie. Et Dieu seul sait que cette maladie-là, les médecins me l'ont dit en métropole, que ça peut créer de douleur. Elle n'a jamais eu de douleur. Elle me dit, rien ne me fait mal. Et elle a parlé jusqu'au bout, jusqu'au soir où je suis partie. Je suis revenue à l'hôpital. Elle était dans une chambre, j'ouvre la porte, je vois quelqu'un de clair. Maman était brune. Je ne suis pas ma maman. Et le médecin me dit, mais votre mère, on lui a changé de chambre. Pourquoi? Parce qu'il faut être au taquet. Parce que moi, j'étais, à tel point qu'on m'a demandé à Paul Brousse, en réanimation, si j'étais dans le médical. J'ai appris les constantes, j'ai appris les prises de sang. Aujourd'hui, je me plains plus de rien du tout, puisque je connais le corps humain. Il peut être très résistant, très fragile, mais très résistant. Donc, ce jour-là, j'ai dit non, il faut me la montrer. Donc, je l'ai trouvée dans une chambre avec appareillé. Ça m'a paru curieux. Et le médecin me fait convoquer, puisque ma petite sœur n'était pas encore rentrée en métropole, et me dit que maman a un problème, que les organes commencent à s'abîmer. Donc les organes vitaux, les reins, etc. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, elle avait les reins à 7,5. Je dis, mais vous êtes médecin, non? Ben, j'ai appris à connaître. Et elle m'a dit, bon, je vais lui donner les médicaments, on va la perfuser, etc. Elle marchait, elle mangeait. Je l'emmenais par contre faire pipi. Je me rendais compte qu'elle avait plus autant de lucidité. Mais j'ai toujours cette force en moi, hein, pourtant très anxieuse. Hein. J'avais la force, je me battais. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de fatigue. Elle me disait, mais oui, mais tu vas mourir. Je me dis, maman, pourquoi tu veux que je meure? Je suis là pour toi. Et ton travail, non, je suis là pour toi. Mon travail attendra. Ta vie n'a pas de prix parce que tu es ma petite maman. Et je suis restée et... Le lendemain, je retourne à l'hôpital. Le médecin me dit, oh, je la garde 24 heures, 48 heures maximum. Si ça ne va pas, je vais être obligée de voir si on peut aller plus loin. Mais plus loin, moi, je ne sais pas ce que c'est que plus loin. Un matin, j'arrive dans le couloir, très tôt. J'entends quelqu'un gêner depuis la porte, depuis le sas. Et j'arrive dans la chambre, les infirmières me disent, oh, la nuit, ça a été difficile avec votre maman. Je dis, ah bon? Elle a demandé, je veux voir ma fille, je veux voir ma fille. Elle m'a dit, j'étouffe. Et c'était fini. Elle est partie en réa. Et en réa, ça a été le début de la fin. Et ma soeur est rentrée. Et, si vous voulez, on va en parler tout à l'heure, puisque c'est quand même assez impressionnant. Donc ça a basculé du jour au lendemain. Le docteur dit, c'est des maladies. Ça peut générer en 2 jours. Elle était prévue 5 jours. Elle a vécu 4 mois. Mais les 4 mois de maman, moi, je pense que ça a été, de par sa grande spiritualité, et aussi son accompagnement. Maman n'a jamais manqué de personne autour d'elle. Même si des fois, je lui disais, tu n'es pas fatiguée? Non, non. Parce que je sentais que c'était lourd, hein, une journée, je sais qu'elle est malade. Elle me disait non, non. Et un jour, elle a dit à ma soeur, elle me l'a dit aussi en métropole, elle a dit à ma soeur au téléphone. Et moi, j'étais remplie de joie. C'est là que j'ai pris toute mon énergie. Elle a dit que, tu sais, j'ai vu l'amour sur terre. J'ai jamais pensé que j'avais autant de personnes qui m'aimaient. J'ai dit, mon Dieu, maman... Dire que j'ai vu l'amour sur terre, moi j'ai dit, elle est comblée. Et elle a continué son petit parcours jusqu'à la réanimation. À la réanimation, j'étais avec, bien entendu, du monde. Hein. J'étais pas seule, on était au moins 40. Hein. Entre les voisins qui sont en métropole, les cousins, on était tous là, jusqu'à l'arrivée de ma petite sœur. Et par contre, des fois c'est violent, hein, mais il faut... Je sais pas, je pense que moi aussi, au niveau spirituel, j'étais déjà pratiquement assez préparée, parce que j'avais fait un voyage avant, en pèlerinage. Et le médecin m'a dit à la porte, pronostic vital, très engagé, votre mère a pour maximum 24 heures. Donc ma soeur est en Guadeloupe, elle travaille, donc je regarde l'heure, le décalage. Je me dis, mais il lui reste 4 heures pour prendre un billet et prendre un avion. Et elle l'a fait, elle est rentrée. Et entre ce moment-là et quand elle est partie, il y a eu 4 mois. C'est ça? Entre la maladie, le diagnostic, parce qu'il y a eu plusieurs diagnostics, hein, de non-gravité, on l'a renvoyée chez elle, c'est qu'elle n'avait rien de grave. Pour moi. Alors, pour les 4 mois d'accompagnement, on va en parler tout à l'heure. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver juste après.
Si vous prenez en cours votre émission Santé 10, sachez que ce soir, nous parlons de soins palliatifs et de deuil. Quel accompagnement? Et pour en parler, nous sommes avec Madame Maggie Pulvaldadi, je le disais tout à l'heure, qui est psychologue clinicienne, service médico-chirurgical pédiatrique, pôle parents-enfants au CHU de la Guadeloupe. Le docteur Sonny Gène, qui est le responsable de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Nous avons avec nous notre témoin ce soir, Madame Annie-Claude Pichy, et puis bien entendu notre infirmière à nous, qui est là ce soir, Madame Dominique Delaney, infirmière de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Vous savez que nous parlons de sujets très délicat, mais il faut en parler. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour toutes vos questions sur les réseaux, parce que nous sommes aussi en Facebook Live et nous avons énormément de questions des téléspectateurs, un peu de partout d'ailleurs. Docteur Gène, Oui. Quel est le rôle d'une équipe mobile de soins palliatifs dans ces situations de fin de vie? Alors, le rôle d'une équipe mobile, alors vous avez bien parlé d'équipe, hein, donc ça veut dire que tout seul, le docteur Gène ne pourrait pas gérer ce type de situation. Il y a plusieurs infirmières dans l'équipe dans laquelle je suis. Donc, il y a aussi des collègues médecins, il y a une psychologue, il y a une secrétaire. Et donc, en général, nous allons en binôme au lit du malade et on a en gros 3 axes de mission. Première mission, c'est de l'expertise, c'est-à-dire de faire une évaluation la plus précise des symptômes du malade pour voir quelle prise en charge qu'on peut adapter. En général, on essaye de gérer d'abord la cause et si ce n'est pas possible, au moins d'être symptomatique, c'est-à-dire de gérer le symptôme, le signe de la maladie. Ça peut être la douleur, par exemple. Bien sûr, en tenant compte, bien sûr, de l'histoire de ce patient, de son contexte, bien sûr, social, culturel, tout ça est important et tous ces éléments-là, normalement, on va le trouver auprès de l'équipe référente. Donc, on ne se substitue jamais à l'équipe référente. Et donc, cette deuxième mission, ça sera une mission d'accompagnement. Et dans cette mission d'accompagnement, on va bien sûr repérer déjà les mécanismes ou les difficultés que pourrait rencontrer le malade par rapport au deuil, mais aussi par rapport à la famille et par rapport aussi à l'équipe soignante, parce que des fois, il y a des fins de vie qui peuvent être complexes, difficiles, et ça peut générer de la souffrance aussi chez les soignants. Et donc, aussi, on aura une mission aussi de réflexion, c'est-à-dire d'aider les équipes à l'aide à la décision, en fait, par rapport à des problématiques qui sont parfois pointues, parfois délicates, parfois conflictuelles aussi. Les équipes peuvent être aussi pas d'accord sur la prise en charge à prendre. Et donc, du coup, on fait intervenir un tiers pour avoir une décision la plus collégiale possible aussi. Madame Delaney, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les recommandations de bonnes pratiques pour accompagner quelqu'un qui est en fin de vie? On a parlé tout à l'heure d'observation, oui, c'est d'ailleurs primordial puisque tout le monde est différent et tout le monde agit et réagit différemment, mais il y a énormément de recommandations, énormément de choses, Oui, je suppose. Oui. Déjà, il faut que le patient il soit confortable déjà. Parce que s'il n'est pas confortable, c'est-à-dire douloureux ou il n'a pas eu de prise en charge psychologique, ça peut être difficile de l'évaluer. De pouvoir lui apporter un réconfort. Il peut ne pas se confier s'il n'est pas confortable. Donc nous déjà, en tant qu'infirmière, on évalue déjà la douleur du patient. On a des échelles pour ça. Donc on évalue le patient, on en fait part au médecin. S'il y a besoin d'un traitement, le traitement n'est pas suffisant, le patient est toujours douloureux, on se rapproche du médecin. On discute aussi avec les infirmiers, les aides-soignants, même les ASH, pour savoir si le patient il mange. Si durant la toilette, le patient il accepte les soins ou pas, parce qu'il peut refuser, c'est son droit. Est-ce qu'il mange? Est-ce
Est-ce qu'il est douloureux face à certains soins? Est-ce qu'il accepte tous les soins, les prises de sang ou poses de perfusion? Quel est son état d'esprit? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il parle déjà? Est-ce qu'il communique? Parce que c'est vrai que les soignants, quand ils sont près du patient, en général, si le patient peut parler, peut exprimer certaines choses que le médecin ne sait pas et qui sont très importantes pour sa prise en charge. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'infirmières, comme nous sommes 4 dans l'équipe, nous passons c'est pas toujours la même infirmière qui va auprès du patient. Hein. On se rapproche toujours du personnel soignant pour savoir comment ils perçoivent leurs patients. Et puis, c'est vrai que c'est important de dire à chaque fois au personnel que si ils ne se sentent pas, s'ils font un transfert, en fait, s'ils se sentent pas suffisamment solides psychologiquement pour prendre en charge ce patient-là, ils peuvent passer le relais à un autre collègue. Et on comprend bien que tout se passe en équipe. Oui, c'est une affaire que pour d'équipe. que ça puisse bien se passer, il faut que le travail se fasse en équipe. C'est ça. Chacun a son rôle. Le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, l'ASH, mais aussi si le patient a besoin de voir une psychologue pour pouvoir, si le patient a sa demande bien sûr, hein, veut voir une psychologue pour exprimer certaines choses qu'il ne peut pas dire à sa famille ou au personnel, il peut faire la demande pour voir une psychologue. Et puis, avec la famille, comment ça se passe? Parce que souvent, quand la famille vient rendre visite aux patients, eh bien, vous êtes là. Vous, on peut vous croiser avec facilité. Donc, souvent, les parents s'adressent à vous. Comment ça se passe? En fait, si le soignant est en phase avec la fin de vie, il n'aura pas peur de s'approcher de la famille, d'écouter le patient, ou tout simplement être là. Il va pas fuir. Mais pour ça, il faut être au clair. C'est quand même un travail personnel, un travail sur soi. Madame Pulval, pour revenir à l'enfant, quand on est dans la situation où l'enfant, lui, est face à la mort, lui est en fin de vie, comment ça se passe? Pas seulement avec l'enfant, on va parler aussi ensuite des parents, mais d'abord, comment ça se passe pour eux? C'est ça. C'est-à-dire que l'enfant, lui, n'existe pas justement tout seul. Un enfant, il est pris dans une famille avec sa fratrie, avec ses grands-parents, et puis il y a aussi ses amis. Donc lui, quand il est confronté à sa propre mort, en fait, il éprouve de l'angoisse. Il est inquiet, il se pose un certain nombre de questions. Il se demande comment les choses vont se passer. Il peut poser des questions, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va... Certains enfants, en fait, ça varie en fonction des enfants. Certains enfants veulent continuer à jouer. Est-ce qu'ils pourront continuer à jouer? Est-ce qu'ils iront sous terre? Qu'est-ce qui se passe quand on est sous la terre? Donc, ils vont poser beaucoup de questions. Et puis, il y a des enfants aussi qui, parfois, ne parleront pas, ne vont pas exprimer de choses. Donc à ce moment-là, on peut passer par des biais, soit par le dessin ou bien par une histoire, de façon à l'aider progressivement à exprimer ce qu'il ressent. Donc il est très important justement de partir de où se situe l'enfant, ce que lui, il ressent, ce qu'il a compris de ce qui se passe pour lui, et aller à son rythme. Il est important de ne pas, par exemple, lui dire des informations qu'il ne souhaite pas savoir. Il faut lui demander justement ce que lui, il a envie de savoir. Donc, du côté de l'enfant, on a, si vous voulez, cet enfant qui, quelque part, il a surtout beaucoup de questions et il peut être inquiet. Il y a des enfants, des fois, qui ne sont même pas inquiets, où on a le sentiment qu'ils n'ont pas pris conscience de ce qui va se passer. Alors, souvent, les gens pensent que, tiens, mais est-ce qu'il a compris et tout cela? Mais en réalité, c'est un mécanisme de défense que l'enfant met en place parce que parfois, quand il observe ses parents, il se rend compte que le parent n'est pas tout à fait prêt ou le parent est trop mal. Donc, certains enfants peuvent choisir, par exemple, de mourir quand le parent n'est pas là. Parce que pour lui, ça lui permettra de protéger son parent de la souffrance que le parent pourrait endurer. Voilà. Et du côté du parent, en fait, le parent, lui, quand il sait que son enfant va mourir, c'est quand même quelque chose de terrible, de traumatique, parce que quelque part, le temps s'arrête pour lui. D'habitude, ce sont les enfants qui enterrent les parents.
Alors que là, on est confronté à quelque chose de complètement inverse au déroulement habituel de la vie. Donc le parent, lui, il se retrouve vraiment amputé de cet enfant. Il avait des espoirs, il avait projeté des choses par rapport à cet enfant-là. Et là, du jour au lendemain, on lui dit que cet enfant risque de mourir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très, très difficile à vivre pour les parents. Alors, en général, c'est nécessaire d'être accompagné pendant cette phase difficile. Mais en fait, je veux quand même dire qu'il ne faut pas oublier la fratrie, les frères et sœurs, parce que c'est vrai que très souvent, on les oublie. C'est-à-dire qu'on s'occupe du parent, on s'occupe de l'enfant et on oublie la fratrie. Et c'est très important aussi de prendre en compte la fratrie, parce que la fratrie peut aussi ressentir des choses. Il peut soit se sentir coupable, il peut soit, par exemple, aussi se dire, ou être soulagé, se dire, tiens, peut-être qu'il aura plus d'affection, et après se sentir coupable d'imaginer des choses comme ça. Il peut être en colère. Il y a plusieurs émotions qui peuvent apparaître dans cette situation-là. Moi, ce que j'observe, en tout cas dans les situations cliniques, c'est-à-dire quand on est confronté parfois à la mort des enfants au niveau de services hospitaliers, on constate qu'il y a une relation très particulière qui se noue entre l'enfant et sa maman, le plus souvent sa maman, parce que, si vous voulez, ce qu'on observe, c'est que de la même façon, quand on vient au monde, on est attaché à sa maman, mais on s'attache progressivement à des objets. Ce qu'on va observer, c'est que l'enfant, petit à petit, va lâcher tous ces objets-là et il va construire une relation quasi exclusive avec sa maman, en lui demandant une présence permanente, en essayant justement d'être dans cette relation tellement exclusive que ça pompe beaucoup d'énergie. Et en général, les parents ont vraiment besoin d'être soutenus, accompagnés par les équipes et les soignants par rapport à ces situations-là. La transition est toute faite pour que nous puissions demander au docteur Gene justement quels sont les objectifs de cette prise en charge, de la prise en charge d'une personne en fin de vie et de son entourage. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. L'idée, c'est de faire en sorte que le patient soit le plus confortable possible. Donc, on va essayer de repérer un maximum de symptômes inconfortables chez ce patient. Et je les ai cités tout à l'heure, hein, que ce soit la douleur, que ce soit la fatigue, que ce soit la perte d'appétit, que ce soit... ça peut être un problème aussi digestif, par exemple, hein, une constipation aussi, qui fait que le patient va être totalement inconfortable. Mais surtout, on va aussi repérer chez le patient, mais aussi chez la famille et voire chez les soignants, parce que c'est un troisième temps où on va aussi s'attarder et prendre le temps de discuter aussi avec les soignants, de repérer, si vous voulez, tout ce qui est mécanisme ou manifestation du deuil. Puisque on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de préparer en fait les gens par rapport à la mort? Et en fait, de manière très pragmatique, des études anglo-saxonnes ont montré que lorsqu'on avait une préparation émotionnelle et qu'on aidait les gens à faire face à ce genre de situation, puisque la mort imminente va être un stress important pour le patient, mais aussi pour la famille, voire pour certains soignants, en fonction du lien et de l'implication et de l'engagement qu'ils ont eu vis-à-vis de ce patient. Quand on commence ce travail-là le plus tôt possible, alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une belle mort, hein, mais les gens seront plus à l'aise et le travail de deuil va se faire de manière plus adaptée et, on va dire entre guillemets, plus facile. Ça, on le sait. Alors, Madame Pichy, vous qui l'aviez vécu, hein, je vois que vous regardez avec attention le docteur Gene en secouant la tête, l'air de dire, c'est exactement ça. C'est ce que vous avez vécu. Comment ça s'est passé, cette période? C'est vrai que c'est douloureux de vous demander de vous replonger dans ces souvenirs-là, mais voilà, quoi, cette période de fin de vie, est-ce que ça vous a impacté? Comment vous l'avez vécu? Moi, quand j'ai vu que maman est en réa, donc elle m'a quand même dit 2 mots. Avant d'être intubée, elle m'a dit je suis fatiguée, maman, je suis fatiguée. Donc un peu affalée, je me suis dit c'était une dame qui était très accrochée à la prière. Donc elle a prié en délire prémisse, elle a prié, elle a récité. Moi je pense que le parcours spirituel est très important, tel qu'il soit. Hein. C'est un parcours très important pour calmer le malade. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a pu lui mettre l'intuber exactement. Et moi, je me suis dit, je suis l'aînée, on est 2.
puisque mon père est mort aussi très jeune. Je regarde ma soeur, il va falloir qu'une tienne. Donc moi, j'ai trouvé la force. Ils le disent, mais c'est vrai, nos parents nous donnent de la force. On me demandait dans le couloir, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais un médicament? Je ne voulais de rien. J'étais debout. Sauf que quand le moment, puisqu'on est resté quand même 24 heures, Henri la regardé, chanté pour elle, essayé de lui parler, en espérant, tout en déjà, moi j'avais déjà commencé à me dire que c'était fini, mais ma petite soeur était un petit peu plus dans le déni. Donc pour elle, elle voyait que maman allait vivre. Donc moi, j'avais déjà fait le travail sur moi. Je me suis dit, bon, si ça doit se terminer, mais c'est toujours avant. Mais quand on nous a dit que c'était... un moment, elle a voulu partir. On a senti, bon, il y avait l'écran. Moi, j'ai commencé à voir les constantes descendre, la température à 33, la tension à 5. Bon, on a commencé à comprendre. Et elle ne voulait pas qu'il y ait du monde. On nous a demandé de sortir. Je n'avais pas fait 2 mètres dans le couloir. On nous avait déjà rappelé pour nous dire qu'elle était partie. Par contre, ça, c'est autre chose. Ouais. Là, ça, c'est les cris. J'avais mes petites nièces qui étaient là encore à assister ça. Je me suis dit que, mais à peu de vie, j'étais à genoux. Hein. Je me suis mise à genoux avec ma petite soeur, je l'ai serrée. Je dis, on n'a ni papa, mais pourquoi maman, tu es partie? Pourtant, j'étais sûre que j'étais prête. Mais c'était faux. Et après, il faut, quand une personne meurt en métropole, c'est complexe. Hein. Il y a plusieurs étapes à aller choisir. C'est quand même difficile pour deux jeunes femmes d'aller. Moi, j'ai eu cette lourde tâche. M'envoyer acheter un vêtement à maman pour l'enterrer, des dessous. C'est vrai que c'était extrêmement difficile. Donc, on a essayé de tourner ça en rigolade avec une parente qui m'a dit on va la mettre sexy pour papa, parce que papa est là-haut. Ben, ça passait pas du tout pour ma petite soeur. Moi, j'essayais de sourire, parce qu'on n'a pas envie de sourire. On perd ça, on perd. De toutes les façons, on est handicapé, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, on a quand même pu faire nos démarches grâce à nos accompagnements, mon compagnon, nos oncles et tout ça. Donc, on a pu chercher les pompes funèbres, etc. Et finalement, même en métropole, nous avons encore eu des pré-funérailles, on va dire comme ça. Et il y a eu du monde. Elle a fait partie des dernières parce qu'elle a connu un enterrement normal, puisque tout de suite après, on a eu le Covid-19. Donc, c'est vrai que tu es dans un rêve hein, pendant des mois. Hein. Moi, j'avais l'impression de rêver. Hein. Pour moi, elle était là, qu'elle allait revenir. C'est quand on arrive à l'enterrement. Et en Guadeloupe, on est souvent comme ça. Hein. On dit, c'est très, très mauvais, puisque moi, je suis suivie depuis au centre médico-psychologique de Sainte-Rose, très bien accompagnée surtout, et parce que moi, j'avais le cœur brisé. Donc, et le médecin m'a dit que c'est pas bon. On me disait, je suis l'aînée, je suis la doyenne, puisque je suis devenue depuis la doyenne de cette famille. Et il faut tenir pour ta famille, pour ta sœur. Mais tu tiens, qui c'est qui te tient? Oui. Voilà, il faut laisser les gens s'exprimer, pleurer, crier, s'ils en ont envie. Donc, on te bloque. Et après, tu joues le rôle de soi-disant la personne forte, mais on est devant la mort de sa mère ou de son enfant. On n'est pas fort. Mais sauf que moi, si je peux donner un conseil aux Guadeloupéens, parce que peut-être aux gens du monde entier, puisqu'on est sur Facebook, le deuil d'un proche, surtout d'une maman, il faut d'abord passer par, pas le déniement, c'est par l'acceptation. Moi, j'ai accepté qu'elle parte. Pourquoi? Parce que moi, mon petit côté médecin là, que j'ai pu avoir durant sa maladie, je me suis dit, mais elle va rester là. Et pourtant, il n'y avait pas encore la Covid-19. Elle va rester là, elle sera pas, on va s'organiser comment? Parce qu'on avait déjà cherché un appartement, puisqu'on l'a envoyé dans une cellule appelée SSR à Paul Brousse. Mais ça, c'est mes petits-neveux l'appelaient couloir de la mort. Effectivement, quand je suis arrivée là, c'était glaçant. Donc on y allait, mais quand on met ton parent là, tu te dis non, mais on me dit après 15 jours je vais la ramener, donc on a quand même fait les démarches, ma soeur et moi, pour un logement, sauf qu'il n'est jamais rentré, heureusement, puisqu'on aurait payé un loyer pour rien du tout, mais pour moi c'est l'acceptation, tant qu'on n'a pas accepté, et moi je me dis, avec le peu de parcours spirituel que je fais, la mort c'est pas une fin. Moi, ma maman, elle est avec moi ce soir. Je l'emmène avec moi partout. Quand elle voit que je suis faible, elle me dit non, mets-toi debout. Tu es là. Et je me sens debout. J'ai mes moments où je pleure, mais j'ai arrêté de pleurer aussi. Parce que ça ne sert à rien de pleurer la personne.
Parce que la personne, elle est mieux que nous. Imaginez-vous qu'il y a eu Covid-19, elle était immunodéprimée. Eh bien, on aurait eu... oui, il faut... Après, moi, c'est le conseil que je donne, de par mon expérience. Hein. Moi, je pense que la pleurer, ça ne... Je peux pleurer, mais moi, je suis sûre qu'elle est très bien et qu'elle est là. Donc, il ne faut pas qu'on dise qu'elle n'est plus là, je ne verrai plus. Elle est là. Maman est avec moi. Elle est avec ma petite sœur. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je pourrais dire quelque chose, surtout concernant les enfants? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues concernant les enfants. On a très peur de leur parler de la mort. Parfois, on se dit que ça va les choquer et tout cela. Mais il est très important, justement, de dire avec des mots simples, compte tenu justement de l'âge de l'enfant, il est important de lui parler de la mort et de lui expliquer justement les choses. Ça sert à rien de cacher, de dire voilà. Et puis, il faut surtout utiliser un vocabulaire adapté. Par exemple, ça sert à rien de dire à un enfant il dort. La personne ne dort pas. La personne est morte. Il est important de lui dire que les organes ne fonctionnent plus et donc la personne ne revient pas. Donc c'est vraiment mettre les mots qu'il faut et parler de mort. Dire oui, il est parti par exemple, l'enfant, comme il pense encore à la pensée magique et qu'il pense que la personne peut revenir, donc il faut utiliser vraiment des termes appropriés, simples, qui disent vraiment les choses. La personne est morte, les organes ne fonctionnent plus, certaines personnes disent il est dans le ciel, l'enfant pense qu'il prend l'avion, il peut aller dans le ciel. Vous voyez, donc pour les enfants, c'est très important de la façon dont on parle de la mort. Docteur Gène, qu'est-ce qu'on a comme offre justement de soins palliatifs en Guadeloupe? Et est-ce que ce qu'on a est suffisant? Alors, je sais que je touche quelque chose en disant ça. Absolument. C'est-à-dire que, Dieu merci, nous ne sommes pas les seuls en tant qu'équipe mobile au niveau du CHU de la Guadeloupe. Il y a une autre équipe mobile de soins palliatifs au CHBT. Il y a une unité de soins palliatifs au niveau du CMS, du Centre médico-social à Basse-Terre. Et il faut savoir que beaucoup d'HAD font du soin palliatif, en fait, de manière implicite ou explicite. Tout dépend de ce qui a été dit, ce qui a été communiqué aux patients, à la famille. Mais on voit bien que l'offre de soins est quand même déséquilibrée, puisque par rapport à la population qu'il y a sur la Basse-Terre, on n'a pas une deuxième unité, par exemple, sur la Grande Terre. Il manquerait une équipe mobile d'appui au domicile et on sait que les professionnels de santé se sentent vraiment isolés sur le terrain. Donc ça serait bien qu'on ait une plateforme d'écoute ou une cellule d'écoute pour les familles gérée par des bénévoles en soins palliatifs. Il y a quand même une association de bénévoles en soins palliatifs, l'ASP, qui est sur la Basse-Terre. C'est vrai qu'il y a des choses, mais selon l'Atlas, par exemple, de 2021 sur les soins palliatifs, on est sous-doté en Guadeloupe par rapport aux structures et par rapport à ce qu'on pourrait offrir, j'ai envie de dire, aux patients guadeloupéens. Donc on a encore une marche, à mon avis, de manœuvre et d'efforts encore à faire pour qu'on puisse véritablement accompagner les familles, que les gens se sentent un peu moins seuls par rapport à cette expérience de vie qui est la fin de vie. Nous avons envie de croire que les personnes qui sont censées nous entendre vont nous entendre ce soir et que nous sommes sur la bonne voie. J'ai envie de positiver là-dessus. Madame Delaney, vous êtes infirmière. Moi, j'ai envie de, pour finir, hein, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, tout à l'heure, on va vous montrer une affiche très importante et le docteur Gène va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer parce que vous allez devoir vous connecter, mais on vous en dit plus tout à l'heure. Madame Delaney, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux professionnels de santé qui sont découragés ou qui se sentent isolés dans ces situations de fin de vie? Déjà, que l'équipe mobile douleur et soins palliatifs existent dans leur CHU, que nous sommes une équipe, que en fait leur médecin peut faire appel à notre équipe. Il y a une demande, hein, il suffit de remplir la demande et nous l'envoyer par email. Et on interviendra. S'il faut les soutenir, on va les soutenir. Si ils ont besoin d'être conseillés ou formés, il y a aussi cette possibilité par rapport à notre équipe, puisqu'on fait aussi des formations par rapport... oui. Et puis, surtout s'ils sont fatigués, par rapport à la prise en charge qu'ils ont auprès du patient qui est en fin de vie, qui demande beaucoup, qu'ils n'hésitent pas à passer le relais à un collègue et à en parler, organiser des réunions, des petites réunions des staffs pour en discuter, parce que peut-être que l'un de leurs collègues,
traversent la même chose, les mêmes difficultés. Merci d'avoir participé à cette émission, Madame Pichy. Merci pour votre témoignage. À notre psychologue, pour finir, moi j'aimerais un dernier mot à toutes ces familles qui vivent cette situation. Alors, ce que je pourrais dire, c'est de ne pas hésiter justement en cas de besoin, de ne pas hésiter à se faire aider, à rencontrer les professionnels de l'écoute et de la dimension psychique, donc pour être soutenu pendant cette situation. Et puis surtout, étant donné que le deuil, même si c'est un processus normal, peut-être en fonction des vulnérabilités personnelles, en fonction des histoires personnelles, peut être vécu d'une certaine façon et peut-être engendrer ce qu'on appelle des deuils compliqués, donc ça peut compliquer le deuil. Il est important, dès qu'on en a besoin, de consulter et de rencontrer des professionnels. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission ce soir. Et docteur Gène, pour finir, dites-nous ce qui va se passer du 17 au 20 octobre. C'est très important. Alors, c'est extrêmement important puisque c'est vrai que le CLUD fin de vie de CHU de la Guadeloupe, dont je suis le président, chaque année, nous avons une journée, et soit de soins palliatifs, soit de douleurs. Le 17 octobre, ça sera la journée soins palliatifs, et on a déjà commencé à déflorer le sujet ce soir. Ça concerne le deuil, donc tout ce qui concerne l'accompagnement de l'adulte, de l'enfant, de la famille, des soignants face à la mort. Donc je demande aux téléspectateurs de venir nous rejoindre sur la page Facebook du CHU de la Guadeloupe à partir de lundi, où on aura posté soit des sketchs, soit des vidéos concernant le sujet, où on va pouvoir échanger, débattre. Et je pense que c'est important qu'on puisse le faire en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe n'est pas différente de ce qui se passe dans l'Hexagone. Et surtout, ce que je trouve ce qui est important pour moi, c'est que la mort ne soit plus tabou. Ça, c'est très, très important. Docteur Sony Gène, merci. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Avec plaisir. On sera là, on ira sur le Facebook du CHU. On vous demande de faire pareil, chers téléspectateurs. Merci à Jordan qui a réalisé cette émission ce soir. Et puis surtout, merci à vous de la suivre chaque jeudi de 20h à 21h. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect.